Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer une API REST avec la technologie Node.js Express. Une API qui va nous permettre d'interagir avec la base de données MongoDB se trouvant dans un serveur local. Sans plus tarder, voyons qu'est-ce qu'une API REST. Dans une architecture client-serveur, une application est constituée de deux principales parties, la partie client et la partie serveur. Ce que vous voyez et manipulé quand vous utilisez une application constitue déjà ce qu'on appelle la partie client. Derrière ça, il y a la partie serveur dans laquelle les données sont sauvegardées. Ces deux parties communiquent évidemment moyennant les protocoles HTTP pour soit envoyer les données au serveur ou soit récupérer les données depuis les serveurs. Pour ce faire, les serveurs doivent fournir des interfaces ou services accessibles par les protocoles HTTP pour permettre à la partie client de faire appel à ces interfaces en envoyant des requêtes HTTP. C'est là que REST prend tout son sens. Ceci veut dire tout simplement Representation State Transfer. REST est juste une convention pour construire ces interfaces ou services d'appel par les protocoles HTTP pour effectuer les quatre opérations de base pour une gestion durable des informations d'une base de données, par exemple les fameux acronymes CRUD, C pour create, en français créer, R pour read, en français lire, U pour update, pour dire en français modifier, D pour delete, pour dire en français supprimer. Pour effectuer ces opérations, le serveur doit avoir une API qui expose des endpoints ou points de terminaison à partir desquels l'API reçoit des requêtes et envoie des réponses. Un point de terminaison est une URL, Uniform Resource Locator, qui fournit l'emplacement d'une ressource sur les serveurs. Un URL est constitué généralement de trois principales parties. La première partie, c'est le protocole, généralement le protocole HTTP. Ensuite, les domaines, qui est l'adresse logique du serveur. Et enfin, la ressource. Ceci est le point de terminaison sur lequel sera effectuées toutes les opérations relatives. Si par exemple nous avons ici utilisateur, toutes les opérations en rapport avec les utilisateurs doivent être réalisées à ces points de terminaison, comme par exemple créer un utilisateur, modifier, rechercher ou supprimer en y envoyant une requête HTTP. C'est le type de la requête HTTP qui détermine quel genre d'opération effectuer. Voici les différents types de requêtes HTTP qui existent. GET, ceci est utilisé pour récupérer les données depuis les serveurs. POST, ceci est utilisé pour envoyer les données au serveur. PUT ou PATCH sont utilisés pour modifier les ressources du serveur. Nous avons aussi delete qui est utilisé pour supprimer les ressources du serveur. Lorsque les clients envoient une requête HTTP au serveur, cette requête contient les informations suivantes. Nous avons premièrement la ligne de la requête. Ici, on retrouve la méthode de la requête HTTP, les points de terminaison, ainsi que la version du protocole HTTP utilisé. En plus de ça, nous avons l'entête. Cette partie est utilisée pour transmettre les informations supplémentaires au serveur, comme par exemple les domaines, les types de données envoyées ou encore la taille de la donnée. Nous avons enfin body ou corps de la requête, qui est même la donnée que vous souhaitez envoyer au serveur. Tout ceci représente un message HTTP que le client envoie comme requête au niveau du serveur. À son tour, le serveur envoie une réponse qui se présente aussi comme suit. Nous avons aussi la ligne de la réponse. On y retrouve la version du protocole HTTP ainsi que les codes de statut de la réponse. Il existe plusieurs codes de statut de la réponse qui sont classés par rangée. De 100 à 199 sont des codes de statut qui sont utilisés pour les réponses informatives. De 200 à 299 sont des codes de statut pour les réponses récits. De 300 à 399 sont des codes de statut de la réponse pour les messages de redirection. De 400 à 499 sont des codes de statut de la réponse pour les réponses d'erreurs clients. Et enfin, de 500 à 599 sont des codes de statut de la réponse pour les réponses d'erreurs serveur. En plus de ça, une réponse est constituée aussi d'une entête
Cette partie est utilisée pour transmettre des informations supplémentaires à la partie client, comme par exemple la nature de la connexion ou encore les types de données à envoyer. Enfin, un message d'une réponse HTTP est constitué aussi du corps ou body, qui est même la donnée du serveur que vous souhaitez envoyer à la partie client. Prenons un exemple pour démystifier tout cela. Imaginons que vous utilisez la célèbre application Twitter. Ce qui est installé dans votre téléphone représente la partie client de cette application. Derrière ça, on retrouve la partie serveur dans laquelle on retrouve toutes les données, dans une certaine base de données bien sûr. Là, nous avons les tweets, les réponses, les likes, les followers et bien d'autres encore. Le serveur de Twitter met en disponibilité des API pour permettre à ces applications clients d'accéder à toutes ces données. Lorsque vous lancez par exemple l'application Twitter, celui-ci envoie une requête HTTP du type GET au serveur pour récupérer les tweets. Il revient au serveur d'envoyer une réponse à l'application client et là, vous pouvez maintenant voir les tweets dans votre fil. Pour tweeter par exemple, le client envoie une requête HTTP du type post. Pour supprimer un tweet, l'application client envoie une requête du type delete, ainsi de suite. Par la suite de cette vidéo, nous allons donner sens à tout ce qu'on a dit en créant une API REST pour donner aux applications clients la possibilité d'accès à une base de données MongoDB se trouvant dans un serveur. Pour notre cas, nous allons utiliser le serveur local. L'API permettra de créer un utilisateur, de le modifier, voire même de le supprimer de la base de données. Nous utiliserons l'environnement de développement Node.js avec le framework Express. Comme base de données, nous utiliserons la base de données MongoDB. Ça tombe bien, nous avons déjà sur notre chaîne une série complète sur l'apprentissage de Node.js pour débutants, mais aussi une autre vidéo complète sur l'apprentissage de la base de données MongoDB. Si vous ne maîtrisez pas encore ces notions, je vous prie de suivre d'abord ces deux cours avant de vous lancer dans celui-ci. Vous trouverez déjà les codes sources de ce que nous allons faire sur le GitHub, sur ces liens, où vous pouvez cloner le projet si vous le souhaitez bien sûr. Mais avant de vous lancer, rassurez-vous que vous avez déjà Node.js et MongoDB installés dans votre ordinateur. Vous trouverez sûrement les guides d'installation dans les vidéos citées tantôt. Bien, sans plus tarder, je vais déjà créer un dossier du projet au bureau. Clic droit, nouveau dossier. Je vais le nommer REST API. Je vais l'ouvrir dans l'invite des commandes pour ensuite l'ouvrir dans Visual Studio Code avec la commande code espace point. Je vais valider. Nous y sommes déjà. La première des choses que nous allons faire ici, c'est de créer le fichier package.json qui contient les informations nécessaires du projet. Cela se fait par la commande npm init, puis je vais valider. Il y aura certainement une suite de questions où il faudra fournir des informations relatives au projet. Le nom du package, je laisse ce qui m'est proposé. Version, je laisse 1.0.0. Description, je ne vais rien mettre. Entry point, je vais mettre app.js. Test et commande, je laisse tel quel. Git repository, je vais rien mettre. Keyword, je laisse vide. Author, là je peux mettre DRC mind. Licence, je laisse ISC. Là, je vais valider yes. Bien, comme vous pouvez voir, le fichier package.json est déjà créé. On y retrouve toutes les informations fournies. Ensuite, je vais installer les packages nécessaires qu'on aura besoin pour réaliser notre API. En tout cas, pas grand-chose. J'aurai juste besoin du framework Express pour bien gérer les allers-retours entre les clients et les serveurs, ainsi les pilotes MongoDB pour me donner une interface de manipulation de cette base de données dans cette application Node.js. Je vais donc valider.
ça marche, tout est déjà installé. Vous pouvez voir que le fichier package.json a été mis à jour. Je vais créer le fichier app.js et là, je vais créer une petite application pour voir si tout marche bien. Je vais donc créer une constante const express qui est égale à require express comme suit. Ensuite, une autre constante, const app, qui sera une instance de express comme suit. Bien. Pour créer les serveurs, ça suffit tout simplement d'appeler à l'objet app la méthode listen. Comme paramètre, je vais mettre le port 3000. Là, je ne définis pas les domaines. Par défaut, comme je n'ai pas défini les domaines, ça prend localhost. Et si tout va bien ici, je serai en train d'afficher sur la console par console.log attente de requête au port 3000. Avec ceci, le serveur sera déjà créé, mais ne peut pas encore rien faire parce qu'il n'expose pas encore de points de terminaison ou endpoint à partir desquels le client peut être en communication avec le serveur. Ainsi donc, je vais créer un point de terminaison en appelant toujours à l'objet app. À ce niveau, la méthode get, oui, ceci fait référence à la méthode de requête HTTP get. Comme paramètre, je vais préciser les points de terminaison. Ça sera aux routes racines comme suit. Et en deuxième paramètre, une fonction callback avec deux paramètres rec et res, requête et réponse. Et dans ces blocs, je vais juste afficher sur la console console.log. Salut les gars. Bien. Ceci veut dire tout simplement le code de ces blocs sera exécuté lorsque le serveur reçoit une requête aux routes racines. Bien évidemment, pour notre cas, nous utiliserons un serveur local. Je vais donc exécuter l'application par la commande nodemon. Oui, j'avais déjà installé le module nodemon pour exécuter une application Node.js après validation de chaque modification apportée. Là, j'ai fait nodemon app. Je vais valider. Ça marche. C'est la console. On peut voir les messages. Attente de requête au port 3000 pour dire que le serveur a été créé avec succès. Et là, je vais ouvrir le navigateur. Au fait, c'est les clients que j'utilise pour l'instant. Là, dans la zone d'adresse, je vais envoyer une requête à partir de l'URL localhost au port 3000, bien sûr, aux routes racines, juste le bar. Bien. Comme vous pouvez voir ici, aux routes racines, c'est ce code qui sera exécuté. Je vais donc valider cette URL. Bien, sur la console, on peut voir les textes salis les gars s'afficher. C'est cool. Pour le reste, nous allons écrire notre code source pour créer cette API en suivant l'architecture logicielle MVC, Model View Controller, pour découpler les préoccupations tout en sachant que nous créons une API. On ne va pas du tout se préoccuper de la partie interface utilisateur, la partie View. Nous allons juste nous atteler sur les parties modèles pour nos données, ainsi que la partie controller pour la logique de notre application. Je vais donc déjà définir la structure de notre projet en créant différents dossiers pour définir les différentes couches. J'aurai besoin du dossier modèle, du dossier controller. J'aurai aussi besoin du dossier router, mais aussi du dossier BD. Au fait, lorsque vous travaillez sur un projet complexe,
il serait mieux d'avoir une structure comme celle-là afin d'écrire un code source maintenable. Dans les dossiers modèles, tous les fichiers qui définissent vos données. Dans les dossiers contrôleurs, tous les fichiers qui définissent la logique de l'application. Dans les dossiers route, tous les fichiers qui définissent les routes de votre application Express. Dans BD, les fichiers qui définissent la communication ou la connexion avec votre base de données. Voyons à présent comment connecter une application Node.js avec la base de données MongoDB. Je vais créer dans les dossiers DB un fichier que je vais nommer connect.js. Là-dedans, je vais déclarer une variable que je vais nommer client. Je vais l'initialiser à nil. Je vais ensuite créer une fonction que je vais nommer connecter. On utilisera cette fonction pour connecter notre application à notre base de données MongoDB. La fonction aura deux paramètres. Le premier, c'est l'URL de la base de données. Et le second, une fonction callback qu'on déclenchera pour vérifier si oui ou non la connexion avec la base de données a réussi. If client égale à nil, dans ce cas, client, je fais des clients une instance de la classe Mongo Client. New Mongo Client qui prend en paramètre l'URL. Bien, à l'objet client, je vais maintenant appeler la méthode connect qui prend en paramètre une fonction callback qui à son tour a comme paramètre erreur. Et dans ces blocs, je vais faire un test s'il y a erreur. If erreur, je remets client à nil et je charge la fonction callback avec l'erreur comme paramètre. Bien. Et s'il n'y a pas erreur, là, ce que je fais, c'est de charger la fonction callback sans aucun paramètre. Et si client n'est pas nil, c'est-à-dire la connexion était déjà établie, là, je fais la même chose en chargeant la fonction callback sans paramètre. Je vais créer une autre fonction, function, que je vais nommer BD. La fonction va retourner une instance de la classe DB, return new DB. En premier paramètre, je passe client. Et en deuxième paramètre, le nom de la base de données. Je vais mettre dboc par exemple. Je vais créer une autre fonction, function. Le nom de la fonction, c'est fermer connexion. Dans celle-ci, je vais faire un test. If client, si client n'est pas nil, j'appelle à l'objet client la méthode close et remet client à nil. Toutes ces fonctions, je vais les exposer ailleurs par module.export égale dans un objet. Je mets la fonction connecter, fonction BD, ainsi que la fonction fermer connexion. Dans app.js, c'est là que je vais utiliser la fonction connecter du module connect.js. Ici, connecter, et je vais sélectionner celle-ci. Déjà, vous pouvez voir que cette fonction est importée du module connect.js. Comme URL, bien, je vais lancer l'invite de commande et taper la commande mongo sh. Là, vous pouvez déjà voir l'URL d'accès aux bases de données MongoDB.
DB. Je vais sélectionner jusque là et c'est ce que je vais copier à ce niveau. En deuxième paramètre, c'est une fonction callback avec comme paramètre erreur. Si l'erreur a été chargée, if error, console.log, là je mets erreur lors de la connexion à la base des données. Et là, ce que je ferai, c'est de quitter l'application par process.exit. Un paramètre, je mets -1. S'il n'y a pas erreur, j'affiche sur la console, console.log, connexion avec la base de données établie. Et là, je peux déplacer ces instructions ici. Good. Bien, dans le dossier modèle, je vais créer un autre fichier que je vais nommer utilisateur.js. Dans celui-ci, je vais créer une classe par classe. Le nom de la classe, c'est utilisateur. La convention oblige que les noms d'une classe commencent toujours par une lettre majuscule. Bien. Constructor. Le constructeur aura 3 paramètres. Les propriétés de la classe utilisateur. Là, j'aurai nom, adresse et téléphone. Et dans ces blocs, je vais initialiser ces valeurs. 10.nom sera égal au nom qui sera passé en paramètre. 10.adresse sera égal à adresse. 10.téléphone sera égal à téléphone. Ce fichier sera aussi un module qui exposera cette classe. Module.export égale utilisateur comme suit. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier, cette fois-ci dans le dossier controller, pour définir la logique de notre API. Je vais le nommer utilisateur.js. En tout cas, ce n'est pas un problème que les fichiers aient les mêmes noms, comme ça se retrouve dans des dossiers différents. Dans celui-ci, je vais déclarer une constante que je vais nommer ajouter utilisateur comme suit. Je vais y affecter une fonction asynchrone par A5. La fonction a 2 paramètres, rec et res. Requête et réponse. Bien. Dans ces blocs, je vais capturer l'erreur par try catch, comme ceci. Et dans les blocs try, let utilisateur, je vais créer une instance de la classe utilisateur, new utilisateur. Je vais sélectionner ceci. Déjà, vous pouvez voir les modules importés dans ce fichier. Comme paramètres, normalement, ce sont des données qui doivent être fournies à la partie client. Et tout ce qui vient de la partie client se retrouve dans le paramètre requête. Le nom, par exemple, se retrouvera dans l'objet rec à sa propriété body, où l'on assignera la propriété nom. Même chose pour adresse, rec.body.adresse. Et enfin, rec.body.téléphone. Nous avons déjà notre instance utilisateur. Pour stocker cet utilisateur dans la base de données, je vais d'abord déclarer une constante ici que je vais nommer client. Ça sera égal à require. Ça se trouve dans le dossier BD, précisément dans le fichier connect. Et à ce niveau, je vais appeler à l'objet client la fonction
BD, au fait qui retourne la base des données. À celle-ci, je vais appeler la méthode collection. En paramètre, préciser le nom de la collection. Ici, utilisateur. Ensuite, appeler la fonction insert_one, qui est une fonction qui permet d'ajouter un document dans une collection. En paramètre, je passe l'objet utilisateur. Au fait, ceci est un prémisse. Je vais donc faire précéder cette fonction par les mots-clés await. Et comme la fonction insert_one retourne une valeur, je vais affecter la valeur retournée dans la variable letResult, comme suit. Ensuite, je vais définir la réponse qui sera envoyée au client lorsque cette méthode sera exécutée en appelant à l'objet res. D'abord, je vais définir les statuts. Là, je suppose que tout va bien. Je mets 200. Puis, je vais envoyer la réponse sous format JSON en appelant la méthode JSON. En paramètre, je vais passer l'objet littéral qui sera converti en JSON. Là, c'est result. Lorsque quelconque erreur surgit, dans le bloc catch, je vais afficher un message sur la console, console.log. En paramètre, je mets l'objet erreur. Outre cela, je serai en train d'envoyer une réponse au client par res. Le statut ici sera 500. Évidemment, c'est un problème du serveur. Comme réponse, ce sera toujours une donnée sous format JSON, d'où j'appelle la fonction JSON. Et en paramètre, je passe erreur comme valeur à envoyer. Bien, je vais définir ce fichier comme un module qui expose cette fonction qu'on retrouve dans la variable ajouter utilisateur par module.export qui sera égal à, dans cet objet, je mets ajouter utilisateur. Maintenant, dans le dossier route, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer utilisateur.js. C'est dans ce fichier que je vais définir tous les routes de notre application relatifs à l'utilisateur. J'aurai besoin du module express, const express égale require express. Je vais créer une constante que je vais nommer route. Ça sera égal à express.route comme suit. Ensuite, je vais appeler à l'objet route la méthode route où je vais définir les routes du point de terminaison ou endpoint. Je vais mettre ici barre utilisateur. Après cela, je vais appeler la méthode post. Bien. Et là, en paramètre, je passe la variable ajouter utilisateur dans laquelle se trouvent les instructions pour ajouter un utilisateur dans la base de données. Elle provient du module utilisateur qui se trouve dans le dossier contrôle. Comme vous pouvez voir, le module est déjà importé. Ce fichier sera aussi un module qui va exposer l'objet route pour être utilisé dans d'autres fichiers. Ainsi donc, module.export qui est égal à l'objet, je mets route comme suit. Maintenant, dans app.js, d'abord, comme vous pouvez voir dans utilisateur.js du dossier contrôle, nous accédons à la propriété body du paramètre requête avec toutes ses propriétés. Cela est possible que si on utilise un middleware qui nous permettra de convertir les inputs encodés en IAE de la requête à la propriété body. Ainsi donc, à ce niveau, dans app.js, je vais appeler à l'objet app la méthode use. En paramètre, je vais appeler à partir de express la méthode URL encoded qui prend aussi un paramètre qui est un objet avec comme propriété extended qui a comme valeur true.
aussi app.use et là je mets express.json comme suit pour convertir les inputs de la requête en JSON. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer une constante que je vais nommer route utilisateur qui sera égale à require. Au fait, ça se trouve dans le dossier route, précisément dans le fichier utilisateur. À celui-ci, tout juste à ce niveau, je vais appeler la méthode use. En premier paramètre, je vais mettre le chemin pour atteindre la ressource. Là, je mets barre API, barre V1 pour dire la version 1 de notre API. En deuxième paramètre, je mets route utilisateur. Bien, je vais enregistrer et faire les premiers tests. Nous allons tester notre API avec les clients Postman. Je vais donc lancer cette application. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà préparé tous les points de terminaison. Pour ajouter, d'ailleurs c'est là où nous sommes d'abord, c'est accessible à partir de l'URL localhost au port 3000 et le chemin de la ressource c'est API bar version 1 bar utilisateur. Bien. Dans Body, nous avons besoin du nom, de l'adresse et du téléphone. Comme vous pouvez le voir ici, pour nom, c'est Louis Moussole, adresse Uvira, numéro de téléphone, c'est bon, comme vous pouvez le voir. Ici, la méthode de la requête doit être post. Bien, je vais valider et oui, on peut voir l'objet qui nous est retourné. Acknowledgement est à true et on peut voir la propriété ID qui a été assignée automatiquement au document ajouté. Ceci veut dire tout simplement que le document a été ajouté avec succès. Voyons maintenant comment récupérer les documents dans la base de données. Là, dans utilisateur.js du dossier controller, je vais créer une autre constante que je vais nommer getToSUtilisateur, dans laquelle j'affecte aussi une fonction asynchrone, A5. La fonction a deux paramètres, rec et res. Là-dedans, je vais capturer les probables exceptions par try catch. Dans try, je vais directement appeler à l'objet client la méthode DB qui retourne la base de données. À celle-ci, appelez la méthode collection qui prend en paramètre les noms de la collection. Il s'agit bien de la collection utilisateur. Pour récupérer les données de la base de données, je vais utiliser la méthode find. Celle-ci récupère tous les documents se trouvant dans la collection. Au fait, cette fonction retourne ce qu'on appelle un curseur. Je vais donc déclarer une variable ici, let curseur, et y affecter la valeur qui sera retournée. Ensuite, je vais convertir les curseurs en tableau par la méthode toArray. Celle-ci est un prémisse. Je vais donc déclarer une variable que je vais nommer letResult qui est égale, comme c'est un prémisse, je mets await curseur, puis je fais appel à la fonction toArray. Là, je vais faire un test. If result.length est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le tableau. Dans ce cas, je vais définir la réponse par res.status. Le statut sera à 200. JSON, comme donnée à envoyer, ça sera l'objet result. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le tableau est vide, dans ce cas, je vais toujours définir la réponse. Mais cette fois-ci, le statut sera à
204 pour dire que la réponse a reçu, mais le serveur ne trouve pas la ressource demandée. Comme donnée qui sera envoyée, ça sera un objet avec comme propriété MSG et comme valeur aucun utilisateur trouvé. S'il y a erreur dans le bloc catch, je vais juste prendre ceci et le coller à ce niveau. Je vais aussi exporter cette variable getTousUtilisateurs. Bien, dans utilisateur.js du dossier route, je vais définir un autre route ici. À l'objet route, je vais appeler la méthode route. Ça sera le même route avec les routes précédentes, utilisateur. Mais ici, la différence sera que je vais appeler la méthode get, comme je souhaite récupérer les données au niveau du serveur. En paramètre, je passe la variable que j'ai exportée depuis utilisateur.js du dossier contrôle getTousUtilisateurs. Comme vous pouvez le voir, la variable est aussi ajoutée dans les modules importés. Bien, je vais tester ces points de terminaison aussi dans Postman. Dans la zone d'adresse, je vais valider cette URL. La méthode ici de requête HTTP doit être get. Lorsque je valide, et oui, vous pouvez voir un tableau des objets utilisateurs. Cool! Pour récupérer un seul utilisateur, dans utilisateur.js du dossier contrôle, je vais copier les instructions pour récupérer tous les utilisateurs et les coller tout juste à ce niveau. Ici, le nom de la constante sera getUtilisateur. Dans le bloc try, j'aurai besoin de l'id du document que je souhaite afficher. LetID qui est égal à new object ID du module Bison, bien sûr. En paramètre, ça sera l'id qui sera fourni en paramètre de l'URL qui sera utilisé pour appeler cette fonction. Les paramètres de l'URL sont accessibles à partir de l'objet rec, précisément la propriété params. Ça sera le paramètre ID. Ici, nous allons afficher juste les documents selon l'id fourni. En paramètre de find, je définis donc la condition comme un objet dont la propriété ID avec tiré de 8 est égal à ID. Là, je vais envoyer comme réponse le premier élément du tableau. Ça se retrouve bien sûr à l'indice 0. Et ici, le message sera « Cet utilisateur n'existe pas ». Je vais exposer aussi cette constante en l'ajoutant dans cet objet. Ajouter utilisateur. Dans utilisateur.js du dossier route, je vais ajouter un nouveau route pour récupérer un seul utilisateur de la base de données. À l'objet route, je vais appeler la méthode route. Le route ici sera utilisateur. Nous avons dit que nous passerons un paramètre à ces routes. Comme vous pouvez voir ici dans utilisateur.js du dossier contrôle, nous avons récupéré l'id du document comme paramètre de l'URL. Maintenant, c'est ici que nous devons définir ces paramètres. À ces routes, je vais ajouter un paramètre bar. Pour ajouter un paramètre, on met 2 points, puis le nom du paramètre, ici ID. Je vais donc enregistrer. Je vais appeler la méthode get. En paramètre, je passe la variable que j'ai exportée depuis utilisateur.js du dossier contrôle get
utilisateur. Comme vous pouvez le voir, la variable est aussi ajoutée dans les modules importés. Dans Postman, je vais tester notre API aux routes nouvellement implémentées. Je vais copier cette ID. Maintenant, pour récupérer un seul utilisateur, il faut valider cette URL. Et juste ici, je vais modifier cette ID avec ce que j'ai copié. C'est ceci qui est maintenant la valeur du paramètre ID défini au niveau du route. Vous devez vous assurer que la méthode est get ici. Je vais valider. Cool, ça marche. C'est juste un seul document qui est affiché. Pour modifier un utilisateur, toujours dans les fichiers utilisateur.js au niveau du contrôleur, je vais créer une nouvelle constante que je vais nommer modifier utilisateur qui sera égal à A5, une fonction avec deux paramètres, rec et res. Je vais aussi capturer l'exception, toujours par try catch. Je vais récupérer l'id comme je l'ai fait pour récupérer un document, let id qui est égal à new object id. En paramètre rec.params.id. Pour modifier un document utilisateur existant, j'aurai besoin du nouveau nom, de la nouvelle adresse et du nouveau numéro de téléphone. Tout cela, je serai en train de les passer par la propriété body de la requête. Ainsi donc, let n-nom pour dire nouveau nom sera égal à rec.body.nom. Let n adresse sera égal à rec.body.adresse. Let n téléphone sera égal à rec.body.téléphone. Ensuite, à l'objet client, je vais appeler la méthode db, puis la méthode collection. En paramètre, je passe le nom de la collection, qui est toujours la collection utilisateur. Et enfin, j'appelle la méthode updateOne qui permet de modifier un document. En premier paramètre de la fonction updateOne, il s'agit de la condition. Quel document sera modifié? Ici, c'est le document dont l'ID avec trait de 8 sera égal à l'ID qui est fourni au paramètre de l'IRL et que l'on retrouve déjà dans la variable ID. En deuxième paramètre, un autre objet dont la propriété est l'opérateur atomique MongoDB, l'opérateur 7. Ça commence toujours par le symbole $. Ceci prend comme valeur un objet de ce qui sera modifié. Là, la propriété nom de l'utilisateur aura comme nouvelle valeur la valeur se trouvant dans la variable n-nom. La propriété adresse aura comme valeur n-adresse. Enfin, la propriété téléphone aura comme valeur n-téléphone. Au fait, la fonction updateOne, c'est un prémisse. Je vais donc précéder cette instruction par await qui retourne une valeur que je vais stocker dans la variable letResult comme suit. Après ça, je vais définir la valeur de retour, la res. D'abord les statuts, je vais mettre 200. La donnée sera JSON result. La valeur est tournée par la fonction updateOne. En cas d'erreur, dans le bloc catch, je vais copier ceci juste ici.
Rapidement, je vais définir la logique pour supprimer un document de la base de données. Je vais copier les instructions pour modifier un utilisateur. En tout cas, c'est presque similaire. Je vais coller à ce niveau. Le nom de la variable ici, ça sera supprimer utilisateur. Je vais juste récupérer l'ID du document supprimé. Le reste, en tout cas, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais donc enlever tout ceci. La fonction ici pour supprimer un document dans la base de données MongoDB, c'est la fonction delete1. Ça prend juste un seul paramètre qui est la condition du document que nous souhaitons supprimer. Je vais donc enlever tout ceci. Bien, le reste, ça peut rester comme ça, c'est vraiment valable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est d'exporter ces deux constantes qui contiennent respectivement les instructions pour modifier et supprimer un document. Je vais donc ajouter ici modifier utilisateur et supprimer utilisateur. Dans utilisateur.js au niveau du dossier route, pour les deux opérations, je vais dupliquer ceci deux fois. Ici, la méthode de la requête sera put comme c'est pour modifier une ressource du serveur. Et ce qui sera exécuté ici, c'est la fonction modifier utilisateur qui sera importée depuis le module utilisateur.js du dossier controller. Tout comme ici, la fonction sera delete et là, j'importe la fonction supprimer utilisateur. Cool. Maintenant, on peut tester ces deux points de terminaison. Dans Postman, je vais copier cette ID. Puis, vous devez valider cette URL à la partie client. Puis, je vais coller l'ID tout juste ici, qui sera défini comme valeur du paramètre ID défini aux routes appropriées. Vous devez vous assurer que la méthode qui est sélectionnée ici est bel et bien la méthode de requête put. Autre chose, dans la section body, vous devez définir les valeurs des noms, adresse et téléphone. Ici, je vais mettre Amani Bissimwa comme nom, Bukavu pour adresse, et là je vais mettre 000 comme valeur du téléphone. Je vais valider. Et oui, vous pouvez voir la valeur qui nous est retournée. Un objet avec toutes ses propriétés. Ici, modified count est égal à 1, c'est-à-dire qu'un document a été modifié. Si aucun document n'a pas été trouvé, modified count aurait comme valeur 0. Pour supprimer, la méthode de la requête HTTP doit être ici, delete. Je vais remplacer l'ID par celui que j'ai copié. Je vais valider. Et oui, on me retourne cet objet. On peut voir la propriété delete count qui a comme valeur 1. C'est-à-dire un document a été bel et bien supprimé. Pour modifier, c'était la propriété modified count. Je vais donc apporter quelques modifications au niveau du fichier utilisateur.js du dossier controller. Pour modifier, je vais faire un test sur l'objet result. If result.modifiedCount est égal à 1, c'est-à-dire que le document a été modifié. Ici, la réponse sera ceci, mais la valeur à envoyer sera un objet avec comme propriété MSG qui a comme valeur modification réussie. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la modification n'était pas effectuée. Ici, la réponse, je vais copier ceci. Cet utilisateur n'existe pas. Mais le statut ici sera 404. Tout simplement parce que la ressource recherchée par l'utilisateur n'est pas retrouvée.
Bien, pour supprimer, je vais faire un test aussi sur result. If result.DeleteCount est égal à 1, la réponse sera ceci. Un objet avec comme propriété MSG dont la valeur est suppression réussie. Else, dans le cas contraire, je vais juste copier cette instruction à ce niveau. Cet utilisateur n'existe pas. Ici aussi, ça doit être 404 parce que c'est l'idée qui est fournie au niveau de la partie client. Cool. Je vais enregistrer et maintenant je vais faire un test final de notre API. Dans Postman, je vais ajouter des utilisateurs dans la base de données. Je vais d'abord ajouter celui-ci. Vous devez vous assurer que la fonction de la requête HTTP est bel et bien post. Je vais valider. Ça marche. Ensuite, un autre utilisateur qui a comme nom Amani Bissimwa, comme adresse Bukavu. Le reste, je peux laisser tel quel. Je vais donc valider. Ça marche. Pour récupérer tous les utilisateurs, je vais valider cette URL. La méthode de requête ici doit être get. Waouh, ça marche. Nous avons un tableau avec deux objets utilisateurs. Pour récupérer un seul utilisateur, je vais d'abord copier l'ID de l'utilisateur dont le nom est Amani Bissimwa. À cette URL, je vais remplacer cet ID par le nouveau, toujours à la méthode get. Et lorsque je valide, ça marche. On me retourne juste un seul objet utilisateur. Pour modifier, la méthode ici doit être put. À cette URL, je vais remplacer l'id par celui-ci. Dans la rubrique body, le nouveau nom sera Michel. Adresse, ce sera Paris. Et téléphone, bon, je laisse tel quel. Puis je vais valider. Ça marche. Modification réussie. Quand je réaffiche cet utilisateur par cette URL, à cette ID, je vais valider. Vous pouvez voir que la modification a été prise en compte. Enfin, pour supprimer, la méthode doit être ici delete. À cette URL, je vais remplacer aussi l'ID par celui-ci. Et quand je valide, et oui, suppression réussie. Remarquez, quand j'essaie d'afficher tous les utilisateurs à cette URL, j'ai désormais un seul utilisateur dans les tableaux. Voilà donc, très chers développeurs, nous voici à la fin de cette vidéo où nous avons appris à créer une API avec l'environnement de développement backend Node.js, laquelle API nous a permis de gérer une base de données MongoDB en effectuant les 4 opérations de mise à jour: créer les données au serveur, lire les données du serveur, modifier les données du serveur et supprimer les données du serveur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Bye.